Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui à Reflet d'ici, on reçoit Pascal Bergeron, porte-parole pour Environnement Vert Plus. Bonjour. Bonjour. Donc Environnement Vert Plus a tenu un campement lors du week-end dernier aux abords de la cimenterie McInnis. Tout d'abord, quel était l'objectif de ce campement-là? Il y avait deux objectifs au campement. Puis c'est deux objectifs qui sont le même. En fait, c'était un camp d'information. On voulait aller chercher l'information auprès de la population à propos du projet de cimenterie de Port-Daniel. Puis on voulait amener ce que nous, on a déterré à propos de ce projet-là à la population. Donc la collecte d'informations, comment ça s'est passé? En porte-à-porte, en demandant aux gens de venir nous voir sur place. Puis, bon, si la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on a ramassé, quand même beaucoup de matériel. On a ramassé d'abord des gens, des mécanistes. Je ne dis pas que c'est toute la famille, mais certains membres de cette famille-là qui portent ce nom de famille-là, qui sont navrés que la cimenterie a pris leur nom. Entre autres, de par le fait que la cimenterie se revendiquait de l'héritage de la place quand ils ont pris le nom. Je faisais dire, c'est un nom anglophone. C'est non, on a pris un nom de la place, c'est le nom de Lance McInnis, voilà pourquoi on a pris le nom. Mais ces gens-là se font dilapider leur héritage. Il y a des mécanismes qui sont expropriés, dispersés au cas de vent. Puis il y en a qui ont grandi, puis pour lesquels le terrain de la cimenterie, c'était leur terrain de jeu, c'était leur boisée familiale. Ils allaient se promener là. Fait que maintenant, quand ils se font demander... Ils se font associer avec le projet Ils se font associer avec le projet de cimenterie, puis quand ils se font demander s'ils sont associés, je veux dire, c'est le renouvellement de ce traumatisme-là à chaque fois de se faire déraciner. Donc, vous parlez d'expropriation. Est-ce qu'il y a vraiment eu des expropriations? Je sais que la cimenterie avait racheté des maisons, mais que ça... À ma connaissance, il n'y avait pas eu de... Oui, il y a eu des expropriations, puis il y en a eu quand même beaucoup. En face de la cimenterie, du long de la 132, il y en a. Les gens avaient dépendant, là, il y avait certaines personnes qui avaient jusqu'au 30 juin de cette année pour partir. Il y a une madame qui est voisine qui a eu une extension d'1 an. Puis sinon, la cimenterie a racheté énormément de maisons de terrain en laissant la permission aux gens de rester là, mais ils ne sont plus chez eux. Okay. Puis on a eu un exemple de ça pendant le campement. On a essayé d'aller visiter quelqu'un qui a encore son domicile là, mais de qui la cimenterie a racheté la maison. Puis il y a un gardien de sécurité de la cimenterie qui nous a interceptés en nous disant qu'on n'avait pas d'affaires là. On est allé quand même, puisque nous... Puisqu'il y a un résident... il y a un résident, je veux dire, c'est quelqu'un qui est encore chez eux, là, cette personne-là. C'est ça. Puis le gardien de sécurité a menacé de nous arrêter, mais finalement, il ne s'est rien passé, parce qu'il n'était pas légitime, justement, de nous demander de ne pas y aller. Puis il y a eu des expropriations de force aussi, donc... oui. Oui, OK. Je pensais qu'il y avait... J'étais au courant pour les rachats qu'on s'entend, mais pas pour le reste. Ouais. Donc, vous avez rencontré des gens, des mécanistes. Ensuite, qu'est-ce que vous avez récolté comme autre information? Au niveau des dommages que la compagnie a fait jusqu'ici, puis de la responsabilité sociale de l'entreprise, on a appris qu'il y a une barge à un moment donné qui a été arrachée pendant une tempête. Ça a traîné plusieurs mois sur la plage. Puis la compagnie, pendant longtemps, il disait, tu sais, c'est pas nous, c'est le contracteur. Mais je veux dire, en ce moment, Ciment McInnis, c'est une petite administration et rien d'autre. C'est que des contrats. Fait que la compagnie qui engage tout ce monde-là doit prendre une responsabilité quand même par rapport à ce qui se passe. Puis là, dans ce cas-là, ils ne prenaient aucune responsabilité. Puis on sent que c'est une culture d'entreprise qui est en train de s'établir de la sorte. Puis on craint pour l'avenir. S'il y a un navire de coke de pétrole qui fait naufrage, est-ce qu'ils vont dire que c'est la responsabilité de l'armateur? Il y a environ combien de personnes qui sont allées à votre rencontre au campement, ou bien combien de personnes vous êtes allés voir? Nous, durant le campement, je vous dirais qu'on a rencontré entre une quarantaine et une cinquantaine de personnes. Donc, quand même, plusieurs personnes qui sont allées vous rencontrer. Puis, dans les témoignages, vous avez entendu parler du nom de la cimenterie. Cette barge-là, est-ce que vous avez eu d'autres informations qui sont venues à vos oreilles? Oui, par rapport aux pêches, justement sur le fait qu'il y a 60 permis de pêche au homard dans le secteur. Si un bateau de coke de pétrole qui fait naufrage, c'est
tous ces emplois-là qui seront compromis. Puis on évaluait à vol d'oiseau comme ça environ 150 jobs dans la pêche au homard dans ce secteur-là. Fait que si on a un problème environnemental puis qu'on perturbe cette industrie-là, qu'on scrape cette industrie-là, bien là, qu'est-ce qui arrive? On vient de créer 150 jobs pour en perdre 150. On vient de rien gagner. Et surtout considérant les dégâts déjà faits par la cimenterie. Puis, donc, des inquiétudes qui ont été soulevées là, des inquiétudes qui ont été par certains pêcheurs. Puis, vous disiez aussi que vous aviez comme mandat d'informer la population sur l'information que vous aviez. De quelle façon ça s'est fait? C'est les gens qui venaient vous voir, qui vous posaient des questions? Un peu, mais beaucoup en porte-à-porte. Okay. À savoir, dans Lens-Mékénis, sur le chemin qui reliait Lens à 132, par rapport aux rejets environnementaux. On estimait qu'il allait y avoir 80 kg de plomb qui allait être rejeté par les cheminées de la cimenterie par année. Puis ça, bon, on a eu des discussions là-dessus au cours de la rencontre par après. Mais nous, ce qu'on demandait, c'est où est-ce qu'ils vont aller ces rejets de métaux lourds-là. C'est ça, puis on reviendra. Mais on peut en parler tout de suite. On est revenu là-dessus durant la rencontre. C'est ça, parce que en fait, ce qui est important de mentionner, c'est qu'à la suite de votre campement, vous avez rencontré les promoteurs de la cimenterie. Pendant le campement, oui. Pendant le campement. Puis vous avez eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là, entre autres. Oui. Les métaux lourds puis les rejets environnementaux, c'était une partie de nos préoccupations. Puis ce que le promoteur nous a dit, c'est que les rejets allaient être moins importants que prévu, mais on ne sait pas de combien. Okay. Puis que les métaux lourds qui sont rejetés dans l'environnement vont se disperser dans l'atmosphère puis ne retomberont pas nécessairement autour de la cimenterie, qui vont seulement se diluer dans l'air puis qu'il n'y aura pas de retombée au sol. Là, maintenant, je pense qu'il faut avoir la foi pour croire à ça. Ou du moins des connaissances scientifiques assez poussées là, sur le sujet. C'est quoi le régime de précipitation qui fait en sorte que ça condense dans un nuage ou pas, puis que ça va aller se déposer à l'autre bout du monde ou juste ici à côté? Donc, ça devient quand même complexe qu'on a besoin. Des questions pour lesquelles il faudrait des réponses techniques satisfaisantes. Oui, mais exactement. On arrive avec des questions, on a des réponses, puis on ressort avec plus de questions que ce qu'on avait au départ, finalement. D'ailleurs, vous êtes arrivé au campement avec une série de revendications, en fait, à transmettre auprès des promoteurs. La première d'entre elles, bien sûr, c'était la tenue d'un BAP. Ouais. Qu'est-ce que vous revendiquez également autour du projet? La première revendication, c'est le respect des communautés. Puis la première marque de mépris de cette compagnie-là envers les gens de la place a été l'absence d'un BAP. On demandait aussi... on a demandé qu'il y ait un BAP par rapport à... Voyons. OK, un BAP par rapport à l'ensemble du projet. Par rapport à l'ensemble du projet, excuse-moi. Mais aussi par rapport à la filière biomasse. La compagnie dit vouloir employer de la biomasse dans ses fours, remplacer jusqu'à un tiers du coke de pétrole. Puis ça voudrait dire 120 à 180 000 tonnes de biomasse forestière par année. C'est quand même significatif. D'après ce qu'on a compris, c'est dans le même ordre de grandeur que ce que la Smurfit-Stone de New Richmond mangeait à chaque année. Puis ça, c'était la biomasse résiduelle de toute la péninsule. Il y avait beaucoup de coupes à blanc dans ce temps-là aussi, fait que l'impact sur la forêt était grand. Puis là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une partie de la biomasse, une grande partie de la biomasse qui viendrait d'une forêt, d'une coupe à blanc dans une forêt. Une forêt qui a brûlé en 1924, qui s'est régénérée, puis pour laquelle l'industrie ne voit aucune utilité commerciale. On aimerait ça qu'il y ait des forêts en Gaspésie qui soient là juste parce que c'est des forêts puis qui n'ont aucune utilité commerciale puis qui restent debout. Comme on n'envisage plus la ressource forestière du point de vue d'arbres qui peuvent rester debout, morts, et contribuer à l'équilibre d'un écosystème. Il y a plus de vie dans un arbre mort que dans un arbre vivant. Avec les insectes, les oiseaux, il n'y a pas de pic-bois dans une forêt où tous les arbres sont vivants. Donc, puis ça, c'est extrêmement important d'en préserver des grandes parcelles de forêt mortes. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on en a une qui est inexploitable commercialement, puis qu'on va tout aller à bûcher. Nous, on veut qu'il y ait un BAP, un bureau d'audience publique en environnement, par rapport à toute la filière biomasse. Parce que c'est quelque chose qui est en train de prendre l'ampleur au Québec. On se demande où est-ce que ça va aller par rapport au régime forestier en place.
Donc, c'est un aspect du projet sur lequel il y a encore beaucoup de questions là, qui sont soulevées. Oui. Beaucoup d'inconnus, en fait, sur les impacts directs sur le milieu. Oui. Très bien. Puis maintenant, je vais revenir sur le campement lui-même. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous avez eu l'autorisation de vous implanter comme ça pendant 4 jours? On va écouter votre histoire. Bien, on est arrivé sur la plage de dimanche. La plage de l'Anse-Mécanis? Oui, on voulait aller visiter l'Anse pour commencer, fait qu'on s'est établi là. Puis quand on a eu fait le tour de l'Anse, on voulait bouger devant la cimenterie, ce qu'on a fait. Il y a eu un bras de fer pour qu'on reste là. On est arrivé, on s'est entendu avec le responsable de la sécurité à l'effet qu'on n'irait pas, qu'on profiterait pas du fait qu'on ait établi notre campement là pour aller sur le chantier de manière illégale. Il a ramené ça à la direction. La direction de l'usine ici a appelé à Montréal. Et puis là, la direction montréalaise a dit non, on les veut pas là. Ça, c'est une autre marque du type de gestion à laquelle on peut s'attendre de cette compagnie-là. C'est contrôlé par Montréal, puis c'est pas ici en région que les décisions importantes se prennent. Bref, il y a eu un bras de fer. La direction a renvoyé le message comme quoi ils ne voulaient pas qu'on s'implante là. On a discuté avec la SQ longuement, on a négocié, et puis finalement, au bout du compte, ils nous ont laissés là. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, vous avez passé quelques nuits sur la plage, quelques nuits près de la cimenterie. Très bien. Puis, grosso modo, vous étiez combien de participants? On était en tout temps là, entre 6-7 personnes puis 20 personnes. OK. Puis au total dans ceux qui ont gravité autour de l'activité? Je dirais que c'est entre une trentaine puis une quarantaine de personnes. Je n'ai pas le compte exact, là, mais qui ont passé à un moment ou à un autre sur le campement. Maintenant, j'ai une question pour vous parce que je vais revenir sur l'objectif. Vous aviez comme objectif d'informer la population puis de recueillir de l'information aussi. J'aimerais savoir quel est votre lien avec le comité de suivi de la cimenterie qui a aussi ce mandat-là. Le comité de suivi? Oui. On n'a pas de lien avec le comité de suivi. Ou est-ce que vous pensez du comité de suivi? Puisque vous êtes senti quand même obligé de tenir une action sur place. Il y a un comité de suivi puis il y a un comité de suivi environnemental. OK. Le comité de suivi est plus dédié au milieu. Puis il y a des gens qui nous ont dit qu'ils sont allés cogner à la porte de ce comité de suivi-là puis que leur parole n'a pas été portée. OK. Puis au niveau du comité de suivi environnemental, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a rien qui sort de là. Donc, vous n'avez pas d'informations comme vous vous en demandez? Bien, on en a demandé. On sait que le comité de suivi environnemental travaille sur le dossier de la biomasse. Il travaille très, très, très fort pour rentrer là, rentrer ça là en première vitesse. Nous, on émet des bémols là-dessus. On n'est pas certain que c'est une bonne idée. On a peur qu'ils commencent à bûcher de la forêt pour nourrir cette grosse bestiole-là. Et puis, c'est pas improbable. Pendant la crise forestière 2007, 2008, 2009, on chippait du 24 pouces parce qu'il n'y avait plus de débouchés pour le 2x4. On envoyait ça direct dans le chipper, puis qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du papier avec, mais faire du papier avec un arbre gros de main, il y a des limites. Tu sais. On serait capable de refaire la même chose avec la biomasse. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau des comités de suivi, nous autres, on s'est dit, on va porter la parole des gens qui se sentent intimidés, qui sont de Port-Daniel puis qui se sentent intimidés, puis qui n'ont pas la parole. Puis, on va diffuser l'information que le comité de suivi environnemental n'a pas l'air d'avoir envie de diffuser dans la population. Là. Très bien. Donc, maintenant, au cours du camp, vous avez eu l'occasion de discuter avec les promoteurs de la cimenterie. Qu'est-ce qui est à retenir de ces échanges-là? La première chose à retenir, c'est que si cette cimenterie-là était à Saint-John, au Nouveau-Brunswick, son impact environnemental serait négligeable. Je m'explique. Lors de la rencontre, ils nous ont montré des beaux diagrammes où il y avait le bruit, les concentrations de contaminants dans l'air ambiant, puis ciment mécaniste qui représentait à peu près ça au-dessus. Puis là, on regardait ça, puis on s'est demandé, mais c'est quoi ce bruit-là? Où vous avez pris cet échantillon-là? Bien, l'air ambiant, ça donne qu'ils l'ont pris à Saint-John, au Nouveau-Brunswick. Puis Saint-John, il y a une raffinerie de 300 000 barils de pétrole par jour. C'est la plus grosse raffinerie au Canada. Puis ça produit une pollution atmosphérique quand même notable. Fait, ils disent, nous, si on se compare à ça, on est négligeable dans l'eau.
Mais l'air de la baie des Chaleurs, c'est une qualité exceptionnelle. Il n'y a pas d'industrie lourde encore. Il n'y en a plus. On n'a plus de papetière. On s'est libéré de ça. Fait que ça va être quoi? Par combien on va multiplier ce qui est réellement ici pour arriver à ce qu'eux, ils vont nous amener? Fait que ça, c'est une des choses qui nous ont amenés dans la rencontre, qui nous amène à poser plus de questions. Ce qu'on a appris aussi, c'est que la compagnie refuse de divulguer les échanges entre eux et le ministère de l'Environnement. Et puis ça, c'est une revendication qu'on a depuis longtemps. Ils disent que tout est dans l'étude de répercussion qui est disponible sur leur site Web. Nous, on pense qu'il y a vraiment plus que ça dans les documents qui sont possédés par le ministère de l'Environnement, puis on veut avoir accès. Et puis, ils refusent qu'on ait accès. OK. C'est parmi les points saillants de cette rencontre-là. Très bien. Puis maintenant, si on devait mettre le doigt sur ce qu'on doit retenir de votre action de campement, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il y a à retenir globalement de cette action-là? Que c'est en se tenant ensemble qu'on va générer une opposition valide à l'implantation des projets industriels en Gaspésie. On n'a pas consenti comme population, on n'a pas été consulté en fait sur le fait qu'il devait y avoir un développement industriel en Gaspésie puis que ça devait être ça, la source du développement puis de la création d'emplois. On met des fonds massifs en ce moment là-dedans. Plusieurs centaines de millions en cimenterie, mais aussi dans le développement pétrolier à Gaspé, à Meudocville. Puis il n'y a pas eu de consultation publique pour aucun de ces projets-là. Puis si on veut ralentir la cadence ou arrêter la cadence de ce développement industriel-là, eh bien, il va falloir se tenir ensemble. On pense qu'on a réussi à aller chercher de l'information puis à informer les gens sur ce qui se passe en ce moment avec la cimenterie à Port-Daniel. Et puis, qu'il y a lieu de se tenir pour réussir à faire des trucs semblables ailleurs dans la région. Très bien. Donc, Pascal Bergeron, porte-parole pour Environnement vers plus. Merci beaucoup. Merci à vous.